Est-ce que tu peux nous parler du premier point de la charte qui traite de l'agriculture biologique? Bien sûr. Donc, sur ce premier point, il avait été décidé avec l'AVN que pour faire du vin naturel, il était normal qu'on ne mette pas de molécules de synthèse. Donc, on recommandait donc une agriculture bio, mais en tous les cas, si on n'était pas en bio officiel, on pouvait simplement s'engager à dire qu'on ne mettait pas de chimie de synthèse à cette époque-là. Donc ça, c'était l'engagement. Quand on a fait, nous, le syndicat, on s'est aperçu entre le moment où il y a eu cette charte en 2005 et puis nous, ce que nous avons créé en 2020, que dans la notion de on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, il y avait quand même des oublis. Il y a certains qui oubliaient peut-être de nous dire que à certains moments, quand le milieu était trop fort, ils mettaient des produits qui n'étaient pas autorisés en bio. Mais bon, n'ayant pas d'engagement, ils n'étaient pas hors du circuit, ils avaient parfaitement le droit de le faire. Donc nous, on a voulu un peu plus de rigueur là-dessus et on a décidé que si on veut faire du vin naturel, on doit être dans une bio engagée, qui soit AB ou qui soit nature et progrès. Donc voilà, c'était ça notre principe. Pourquoi avoir choisi les vendanges manuelles? Alors, les vendanges manuelles, là, c'est vraiment de l'arbitraire parce que les machines à vendanger ce sont des très très belles technologies. Et donc, sur certains cépages, elles font un excellent travail. On peut pas, on peut avoir des raisins qui vont être égrappés. Si on va égrapper des raisins, on fera pas mieux même que les machines. Donc, les machines font un beau travail. On peut peut-être reprocher entre la vigne et la cave, il peut y avoir des oxydations, mais il y a des machines même qui sont sous gaz inerte. Il y a de la technologie sur les machines qui peuvent amener des vendanges de très haut niveau. Alors, bien sûr, c'est des machines, il faut énormément de moyens pour le faire. Donc ça, c'est pas la machine qui est en cause. Nous, on a voulu garder les vendanges manuelles parce que ce soit l'AVN ou nous avec le syndicat des vins nature, enfin l'AVN, sachant que c'est l'association des vins naturels qui a été créée en 2005, et le syndicat des vins naturels, on a voulu, que ce soit à l'origine et maintenant, on a voulu que l'humain soit le centre. Donc, on souhaite que les vendanges soient manuelles parce que l'humain est là et que la vendange mécanique, surtout extrêmement technique, appartient à des domaines, à des très grands domaines ou à l'industriel. Donc, d'une certaine manière, on a voulu privilégier le petit domaine, l'agriculture paysanne. C'est vraiment, c'est un peu dans ces sens-là qu'on a mis les vendanges obligatoires et manuelles. Pourquoi avoir choisi de vinifier uniquement avec des levures indigènes? Disons que les levures indigènes sont spécifiques à un terroir, voire même à un millésime. Selon les millésimes, on n'a pas les mêmes souches de levure. Voire même à un mode de conduite, c'est-à-dire que selon si on est enherbé ou pas enherbé, on n'aura peut-être pas non plus la même population. Donc, on peut dire que la levure indigène est vraiment la continuité d'un travail ou paysan ou d'une géographie. En tous les cas, c'est une continuité d'un travail. Et comme le raisin est probablement la chose la plus incroyable dans cette histoire de vin naturel, l'idée de partir en levure indigène, on laisse encore plus d'expression du vivant, peut-être de l'aléatoire, parce que les levures indigènes, on ne sait pas trop selon les millésimes où on va aller. C'est vrai que l'avantage des levures exogènes, c'est qu'elles nous clarifient la situation. On sait à peu près où on va, et donc on peut parfaitement comprendre qu'il y a des gens qui souhaitent prendre des levures exogènes. Nous, on a fait le choix de la levure indigène parce que pour être en vin nature, c'est faire aussi un vin, j'allais dire un peu compliqué, finalement compliqué dans la démarche. On ne sait pas réellement où on va. On a bien une idée du travail qu'on a fait. On a une idée du millésime tel qu'il s'est fait. On a une idée dans l'endroit où on le met, la cave et le matériel, et les gens même qui l'ont ramassé. On a une idée de tout ça, et c'est ça qui fait que pour faire du vin naturel, pour nous, la levure indigène est la plus adaptée à être dans l'esprit. Mais je peux parfaitement, nous, on a un ami qui s'appelle Louis Julien qui fait des vins merveilleux, et lui utilise les levures exogènes parce que il a fait le choix, il a fait ce choix-là de ne pas être débordé et techniquement avoir des vins où il n'y aura pas trop de défauts. En tout
des vins où il ne sera pas débordé. Et donc ça, c'est parfaitement entendable. Je l'entends très 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 bien. C'est encore, je dirais pas arbitraire, la levure indigène. C'est vraiment, la levure indigène est vraiment dans une logique de vin naturel. Parce que la logique de vin naturel, c'est une logique, je vais dire, on ne sait pas réellement où on va. Faut être honnête, c'est quelque chose qui peut être très compliqué, qui peut être merveilleux et compliqué en même temps. Donc souvent, quand il y a des jeunes ou des gens qui veulent se lancer dans le vin naturel, je leur explique quand même que c'est une démarche quand même presque de performance. C'est quelque chose qui est, même si c'est excellent, l'année d'après, on ne sait pas exactement où on va aller. C'est jamais gagné. Alors c'est ce qui est merveilleux aussi. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc les levures indigènes, on risque pas de s'ennuyer avec les levures indigènes par rapport aux exogènes. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du point 4 de la charte qui stipule qu'aucun intrant œnologique n'est ajouté dans un vin méthode nature? Bah, on est encore dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on a décidé, en tout cas ce qui avait été décidé dans les années 80 par l'équipe de Marcel Lapierre et des autres gars du Beaujolais, donc avec aussi bien sûr Gilles Chauvet comme scientifique de tout ça. Et l'idée, c'était de ne pas faire des vins qui soient standards, c'est-à-dire que ajouter quelque chose dans le vin nous permet bien sûr de le contrôler et d'arriver peut-être aussi à des vins qui seraient, je dis pas standards, mais pour certains, ça dépend comment c'est fait, mais on va dire que mettre des intrants, ça nous permet de cibler un vin, mettons, par rapport à un goût, par rapport à un marché, etc. C'est une autre démarche, une démarche, je dirais, technologique, commercial, etc. Ne pas mettre d'intrants, ça revient à cette histoire de levure tout à l'heure indigène, ne pas mettre d'intrants, c'est bien sûr ne pas avoir ce contrôle-là. On va être confronté des fois à des difficultés, des arrêts fermentaires, des difficultés, plein de difficultés. Donc c'est encore ne pas mettre d'intrants, c'est un choix qui dit que faire du vin naturel, c'est quelque chose qui n'est pas encadré, qui n'est pas standard et qui est aléatoire. On ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir derrière. Donc c'est un peu le choix qu'on a fait à 20 méthodes nature, mais depuis le début, grosso modo, c'est le choix qu'ont fait les vignerons qui font du vin naturel, et c'est ce qui fait aussi la réputation des vins naturels, c'est des cuvées exceptionnelles qui sont sorties. Souvent, la critique, c'est les cuvées médiocres, parce qu'il y en a qui sont franchement pas très intéressantes. Il faut être, moi le premier, j'ai fait des choses qui n'étaient pas vraiment. Et il y a eu des cuvées extraordinaires. C'est ce que permet le vin naturel. Il permet ce décalage-là. Donc voilà. Voilà pourquoi on met pas d'intrants. Ça rejoint un petit peu les points du coup 6 et 7 qui dit que aucune technique physique brutale et traumatisante n'est permise, que l'ajout de sulfite n'est pas forcément autorisé lors de tous les processus de vinification, et aussi qu'il n'y a pas d'action de modification volontaire du raisin qui est autorisée. Est-ce que tu peux nous parler de ces aspects-là? Je pense que tu as résumé en racontant tout ce que tu viens de dire et ce que j'ai dit avant à propos donc des intrants. Sur les actions volontaires, c'est pareil. On élimine tout ce qui peut déstructurer le raisin, etc., pour le mettre dans une ligne, dans un moule technologique. Donc effectivement, on voit bien que notre charte est une charte paysanne. Elle n'est pas faite vraiment pour la grosse industrie. Elle n'est pas faite pour faire du vin en masse. En tout cas, si demain il y a du vin en masse, c'est qu'il y aura des vignerons ou des vigneronnes en masse. C'est-à-dire que pour en avoir beaucoup, il faudra beaucoup de vignerons. Mais une unité, que ce soit une coopérative ou un très grand domaine, etc., avant d'arriver à faire des vins naturels en masse, c'est faisable, hein, rien n'est impossible. Hein, mais ça demandera quand même, si on respecte la charte telle que nous on l'a fait, ça demandera énormément de compétences et puis surtout une prise de risque énorme. Il y aura beaucoup de risques. Voilà. Concernant les vins effervescents et les pétillants naturels, c'est toujours un petit peu la même philosophie? Bah oui, parce que les vins pétillants, on va dire qu'ils ont remis à l'ordre du jour
par les méchants du vin naturel parce que c'est beaucoup plus facile pour nous. Au moment où la fermentation va finir, on met en bouteille. Donc, comme nous, il n'y a pas de sulfite, on est la définition de la charte, hein, c'est que aucun sulfite ne peut rentrer ou aucun intrant ne peut rentrer aucun sulfite surtout ne peut rentrer jusqu'à la fin de la fermentation des sucres. Donc là, on est vraiment dans la phase fermentaire qui n'est pas terminée, elle se termine en bouteille. Et donc, on arrive à faire des vins des pétillants naturels assez facilement. C'est pas parce que c'est protégé par le gaz. Après, pour réussir des pétillants, il faut pour avoir de la finesse et de la délicatesse, on peut pas dire que des fois on fait des choses un petit peu spéciales en pétillant. C'est pareil, on a des choses merveilleuses et puis des fois des choses où il y a trop, les lits ont été trop marqués et ça fait des vins un peu durs. C'est pas très élégant en tous les cas. Donc il y a de tout dans le pétillant, mais ça reste des vins tellement agréables. S'il reste des vins pas chers, parce que c'est assez facile. Je dis bien assez facile, il y a quand même un dégorgement à faire, mais ça reste quand même des vins à faire assez facilement, assez rapide à mettre en marché. Donc on peut les vendre pas très cher et en faire des vins plaisir pour l'apéritif. Ça peut être très marrant en tous les cas. Les vins naturels, les pétillants naturels, ça peut être très marrant. Et comment sont contrôlés d'ailleurs les vins méthode nature? Alors les vins méthode nature, ils ont tous les ans, ils sont tirés. Il y a un tirage au sort de 2% des cuvées qui sont revendiquées, sachant que pour revendiquer une cuvée, il faut remplir. C'est très simple, hein, il y a des paramètres techniques, c'est-à-dire son numéro de bio, son numéro CVI, etc. Enfin des choses très techniques, mais il faut lui adjoindre ce qu'on appelle une analyse COFRAC avec des paramètres de turbidité, alcool, etc. Et donc, quand la cuvée est tirée au sort, elle est contrôlée par un organisme extérieur. En l'occurrence, là, c'est EcoCert, hein, c'est à peu près le même organisme qui va vous contrôler au niveau de la bio. Et ils vont aller vérifier donc tous les paramètres possibles qui sont sur notre charte. Et ils vont prendre aussi des échantillons pour comparer entre le moment où on a revendiqué le label et au moment où on est contrôlé, voir s'il n'y a pas des décalages, s'il n'y a pas eu des choses étranges qui soient passées entre-temps. Donc c'est un peu le but de ce contrôle. Il est très peu, c'est 2%, c'est rien, mais chaque personne qui s'engage sur notre label sait qu'il peut, comme au loto, il peut être tiré au sort et avoir le gros lot, quoi. Donc ça laisse quand même une certaine obligation à respecter quand même les critères d'attribution du label. Ensuite, sur les cuvées de 100 hectos, alors c'est un seuil, à partir de 100 hectos, toutes les cuvées sont contrôlées systématiquement. Elles ne rentrent plus dans les 2%, elles rentrent dans le contrôle systématique. Alors, il n'est pas fait par un organisme extérieur, il est fait par des personnes qui sont en général qui ont beaucoup d'expérience dans le monde du vin naturel, qui ont une certaine légitimité, on va dire, et qui vont faire une enquête sur les mêmes critères que EcoCert et récupérer aussi des échantillons, faire des analyses pour comparer entre ce qui a été déclaré et ce qui est mis au marché, si il n'y a pas de problème, et puis on va aller chercher parce que tous les éléments qu'il y a dans la charte, exactement, on prend les mêmes paramètres qu'EcoCert et c'est nous qui le faisons en interne. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des deux logos différents vin méthode nature? Alors, il y en a deux différents. Effectivement, il y en a un qui est réellement symbolique du vin méthode nature, du vin naturel, c'est le logo 0,1 30. Le logo 0,1 30, ça veut dire qu'il n'y a jamais rien eu d'autre que du raisin. Le deuxième logo, lui, il nous raconte qu'il a vinifié sans sulfite, sans intrants, mais avant la mise en bouteille, c'est-à-dire une fois que les sucres étaient fermentés, et avant la mise en bouteille, il a fait une adjonction de sulfite, de SO2, pour des raisons qui le regardent, des raisons peut-être d'oxydation, d'inquiétude, etc. Quand c'est avant la mise en bouteille, on peut même imaginer pour éviter ce qu'on appelle les problèmes de souris, ça limite un petit peu ce qu'on appelle l'oxydoréduction, la maladie de bouteille, c'est-à-dire que quand on met du vin en bouteille,
il est choqué et dans ce choc, il y a bien sûr une oxydoréduction. Donc le fait de mettre des sulfites, ça calme un peu ce phénomène. Donc ça permet de mettre en marché des vins un peu plus rapidement et des vins qui lui donnent une ligne un peu plus droite. Si on a le sentiment que le vin naturel, il y a un petit côté oxydé qui fait un peu défaut, qui fait un peu ça donne un peu ce qu'on appelle la peau de saucisson, parce que la souris c'est des choses comme ça, mais ce côté animal. Donc on peut parfaitement imaginer qu'il y a des personnes qui décident de mettre un tout petit peu de sulfite pour la mise en bouteille, mais c'est un choix technique qui a une logique commerciale. Voilà, on va dire ça. Parce que faire du vin naturel, pourquoi d'un seul coup, si on a fait du vin naturel sans sulfite, la question c'est pourquoi d'un seul coup il aura besoin de sulfite. C'est une bonne question. Alors peut-être qu'il y a une fragilité, donc on peut dire qu'après la fermentation, le vin est fragile, mais en général, je dis bien là, je généralise, quand on rajoute un petit peu de sulfite, il y a une idée commerciale derrière, de stabilisation psychologique d'ailleurs, parce que le vigneron, psychologiquement, ça le rend plus à l'aise, de dire je vais mettre en marché des vins où j'ai mis un petit peu de sulfite, comme ça, c'est la limite de ce que j'ai raconté depuis le début. Faire du vin naturel est quand même très dangereux, économiquement instable, et on n'a pas une économie très très stable. Ça, c'est des remises en question permanentes. Donc, on peut imaginer que certains utilisent un petit peu de sulfite pour pouvoir à peu près stabiliser leur leur esprit et le vin, voilà, parce que les deux sont liés. Voilà pourquoi on a un deuxième logo. Moi, j'en suis pas spécialement fanat de celui-là, mais il existe parce que à l'origine, quand on a créé le vin naturel, en tout cas des gens comme Marcel Lapierre et l'autre, eux, quand ils ont fait du vin naturel, ils n'avaient pas les clients pour ça. Donc, Marcel, à l'époque, il avait peut-être 8 hectares. Et en faisant du vin naturel tel qu'on le définit au 0,0, il avait peut-être la clientèle pour 2 ou 3 hectares. Les 5 autres, il les avait pas. Donc, il a mis, il a un peu filtré, un peu sulfité. Donc, c'était des cuvées qui étaient bien sûr pas du tout sur le même marché, hein, qui s'entrechoquaient pas. Mais dès le départ, et ça a duré assez longtemps. Il y avait une logique là-dedans. Faire du vin naturel dans les années 80, s'ils n'avaient fait que ça, du 0,0, ils auraient coulé, même dans les années 90, certains auraient coulé. Hein. Il n'y avait pas le consommateur apte à apprécier tous ces vins-là. C'est quand même une grande, c'est vraiment une grande révolution, hein, le vin naturel, au niveau du goût, je parle. Hein. Alors sur les blancs, il y a ce côté oxydé, sur les rouges aussi, où il y a le côté animal et tout ça, puis le côté trouble. Donc là, on filtre pas, donc c'est trouble et tout ça. Ça a vraiment choqué au début. Hein. Ça faisait vraiment des vins de paysans. On se moquait un peu hein, de ce genre de choses. Donc voilà pourquoi il y a deux logos. J'ai un peu digressé, je reconnais. Il n'y a pas de mal. Je voulais parler, pour finir, des 2 points qui ont été ajoutés dans la charte par le syndicat en mars 2023. L'un concernant l'engagement du syndicat contre les agissements discriminatoires et l'autre concernant l'engagement du syndicat sur notamment la protection de l'environnement. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 points? Bah, c'est-à-dire que quand on a fait cette charte au départ, notre charte était extrêmement technique, voire froide. C'est-à-dire que derrière, il n'y avait pas, à part que ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'arbitraire de la balance manuelle, donc on a fait quand même des choix de l'humain, le choix de l'individu, de la petite exploitation, etc. Donc, c'était assez froid finalement. À part ça, il n'y avait pas beaucoup d'éthique. Mais ce qu'on défend pour beaucoup qui font du vin naturel, on défend la biodiversité, le respect des uns et des autres dans la nature. C'est-à-dire que si les merles viennent nous manger des raisins, on va pas tuer tous les merles, on va essayer de trouver des parades. Mais je veux dire par là, on est quand même à l'écoute et on a le sentiment que tout le monde a sa place dans cette nature. Et on a été confronté il y a 2 années de ça à un problème des humains dans notre société, c'est-à-dire des rapports hommes-femmes. On a été confronté à ça, donc on n'a pas pu non plus ne pas dire comment ça se passe nous dans le monde du vin naturel, comment devrait-on s'engager en tous les cas. Donc on a effectivement mis des compléments, des articles supplémentaires où on va parler du rapport homme-femme, mais on va aussi parler du rapport dominant-dominé, c'est-à-dire
patrons employés, on a beaucoup de saisonniers, on a des vendangeurs, enfin des gens comme ça. Et donc, il était normal aussi qu'on dise que tout ça devait se faire dans le respect de l'un et l'autre. Voilà, donc on a mis des choses qui sont liées aux humains et qui on appliquerait pour le monde végétal, quoi, pour la nature végétale et minérale. Et donc voilà, on a décidé de faire ça. Je trouve ça très très bien. Donc ça a été fait, ça a été fait donc par un groupe dans notre syndicat et qui a très bien mis. Ils ont mis tout ce qui est lié au racisme. Ils ont mis aussi le rapport entre négociants et vendeurs de raisins pour que le négociant achète au juste prix le travail du vigneron, enfin de l'agriculteur, et etc. etc. Donc ça paraissait logique qu'à un moment donné, notre syndicat puisse se positionner là-dessus. Et quand les gens signent pour avoir cette charte, ils signent aussi dans l'éthique de ça. S'ils ne correspondent pas à ça, si nous on apprend, mettons demain, qu'un domaine il y a de la violence conjugale ou n'importe quoi, de la violence avec son personnel, etc., on peut parfaitement retirer le label à cette personne parce qu'il y a une charte d'engagement qui dit que théoriquement, on ne devrait pas être confronté à ce genre de choses. Bien sûr, si on prend des décisions, elles auront été d'abord traitées par la justice. C'est pas nous qui faisons la justice, bien sûr. Mais si la justice dit que il y a des personnes ou des domaines qui n'ont pas été corrects en tous les cas avec les vendangeurs, avec les saisonniers, avec les rapports hommes-femmes, etc. Donc on est en droit de ne pas renouveler le label à cette personne. Donc ça c'est aussi un engagement. Je veux dire par là, ceux qui s'engagent à faire du vin naturel s'engagent aussi à ça. Merci beaucoup à Gilles pour ce témoignage.